nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Un cadre de concertation pour faciliter les échanges entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Le protocole de mise en place est signé ce lundi à Conakry. Un pas important pour sécuriser les opérations commerciales et les procédures douanières. Mois de mars, mois de la femme, nous irons ce soir à la rencontre d'une femme qui a su transformer son handicap en opportunité. Joséphine Koivogui est institutrice de profession et interprète en langue des signes. Son parcours est parti pour inspirer la jeune génération. Vers la Coupe du Monde de football 2026, la Guinée se prépare pour les 5e et 6e journées des éliminatoires Jeune Afrique. Le sélectionneur du Sili vient de dévoiler la liste des joueurs contre l'Ouganda. La revue de la troupe dans ce journal avec Bintia Kondé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le chef de l'État poursuit son soutien aux fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Après la ville sainte de Dinguiraï, la notabilité de Dabola a aussi reçu une enveloppe symbolique de la part du général Mamadi Doumbouya. La mission est conduite par le conseiller personnel du chef de l'État, la ministre de l'Environnement, le directeur général de l'EDG et le directeur général du port autonome de Conakry, Ibrahima Willem Fofana. Après l'étape de Dinguiraï, cette délégation est accueillie à Dabola. Ici, à la Grande Mosquée, la notabilité bénéficie d'un présent symbolique de la part du chef de l'État afin qu'il passe ce mois de pénitence dans de meilleures conditions. À ces retrouvailles, le conseiller personnel du chef de l'État, Thierno Mamadouba TMB, est porteur de message du président de la République. Comme vous l'avez constaté, nous sommes ici à Dabola après l'étape de Dinguiraï. Nous sommes venus transmettre les respectueuses salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République à la notabilité de Dabola après celle de Dinguiraï. Et surtout transmettre au sage de Dabola le Sunakati de la part du Président de la République. Vous savez que le général Mamadi Doumbouya est quelqu'un de très attentionné. Il sait que c'est le Ramadan. Il a un respect religieux pour la notabilité de tout le pays. C'est pour ça que depuis quelques jours, il y a un certain nombre de délégations qui sillonnent la Guinée. Ce n'est pas que Dabola et Dinguiraï pour justement venir déposer le Sunakati des parents et solliciter des bénédictions pour le président, pour le pays et pour tout le peuple de Guinée. En recevant ces dons du président de la République, les sages de Dabola ont mis l'occasion à profit pour apprécier le geste. Ils ont aussi formulé des prières et bénédictions pour la paix et le développement du pays. Nous apprécions beaucoup leur arrivée au nom du président de la République. Nous apprécions à sa juste valeur le cadeau du président. À Dabola ici, nous sommes résolument engagés à la promotion de la paix et de l'unité nationale. Que Dieu maintienne la paix en Guinée et qu'il aide le président dans l'accomplissement de tous ses projets pour la Guinée. Si Dieu vous donne un bon président, il faut être reconnaissant envers lui. Vous êtes venu nous remettre notre déjeuner. Si vous avez de l'estime pour les sages, Dieu ne va jamais vous laisser derrière. Que Dieu bénisse le président, qu'il vous protège. Ces notables ont réitéré leur engagement à soutenir les idéaux du président général Mamadi Doumbouya. Par la même occasion, des doléances ont été posées pour la finition des travaux de construction de cet édifice religieux et de l'achèvement du bitumage de la voirie qui mène au vestibule de la ville de Dabola. Cette initiative marquante menée par Médecins sans frontières à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, des vivres sont offerts aux femmes détenues de la maison centrale de Conakry. Et par ce don, Médecins sans frontières vient contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Une action vivement saluée et appréciée par les bénéficiaires. C'est un reportage de Abakar Amikamara et Tierno Younoussaba. Instituée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est ainsi que Médecins sans frontières a apporté des vivres aux femmes détenues à la maison centrale de Conakry. Au lieu qu'on soit dans les rues ou au palais pour danser,
nous avons pensé notre manière de venir assister nos consoeurs pour qu'elles aussi, à leur tour, qu'elles ont ce petit sourire aujourd'hui, en leur apportant un kit hygiénique, alimentaire. Au-delà de cette distribution, nous avons pensé à visiter le dispensaire d'ici pour qu'on puisse évaluer les éventuels besoins et voir les différentes possibilités que nous pouvons offrir. Par ces gestes, Médecins sans frontières donne du sourire aux femmes et filles en conflit avec la loi. Ici, détenus et administrations pénitentiaires ont exprimé leur gratitude. Nous sommes très contents que malgré notre situation, que Médecins sans frontières pense à nous aujourd'hui. Ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Une journée solennelle destinée aux femmes, qui n'est autre qu'une journée de réclamation des droits des femmes, comme Madame l'a si bien dit. Alors, à cette occasion-ci, ils ont décidé de laisser toute cette course des femmes en ville pour venir partager cette journée avec les femmes détenues. Ce n'est qu'un ouf de soulagement. On ne fait que leur dire grand merci. Au-delà de ces cadeaux symboliques destinés aux femmes en détention, la délégation médicale de Médecins sans frontières a visité les unités de consultation et de soins. Il était question d'évaluer le besoin en médicaments. Le président de la délégation spéciale de Kaloum était également ce week-end à la maison centrale de Conakry. Une visite pour apporter de l'assistance et du réconfort moral. La démarche de l'autorité communale est hautement appréciée à la fois par les bénéficiaires et par l'administration pénitentiaire. Alpha Kamara et Lancé Kamisoko. En termes de logement, ce serait le dernier endroit que l'on aurait choisi pour un séjour. Pourtant, plusieurs centaines de nos compatriotes y vivent pour des raisons diverses. En cette période de pénitence, les populations carcérales de la maison centrale de Conakry reçoivent la visite du président de la délégation spéciale de Kaloum. Menu des vivres et non-vivres, Bangali Ayas Bangoura vient remonter le moral des Guinéens en conflit avec la loi. Nous venons à dire rencontrer une partie de notre population. La population carcérale fait partie de la population de Kaloum. Donc quand il est le moment, nous profitons aussi de venir les dire que nous sommes de cœur de penser avec eux. Et malgré les situations particulières, il faut poser des actes pour les rassurer. Ce geste s'inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation des populations sur le respect des droits des détenus en République de Guinée. L'acte est hautement salué par l'administration pénitentiaire. Penser à cette population vulnérable en cette période de pénitence, ça ne fait que nous réjouir. Alors le maire de la commune de Kaloum est le maire de cette population. Alors s'il est venu ici, il est venu chez lui. On ne fait que lui dire merci et nous nous mettons davantage à sa disposition pour tout ce qu'il est en train de faire pour le bien-être de cette population. Monsieur le président de la délégation, c'est ça, a décidé pour dire que vraiment c'est sa population. Et ils sont avec lui, ils sont sur son territoire. Il a de son devoir pour pouvoir les accompagner. Hein, parce qu'il y a toutes les couches là-bas. À l'occasion, les personnes en conflit avec la loi ont exprimé une doléance essentielle, la nécessité d'obtenir de l'aide de la mairie afin de leur faciliter l'acquisition des pièces d'identité une fois qu'ils auront purgé leur peine. La délégation spéciale de Kaloum a pris note et a promis d'explorer les moyens de collaboration avec les services municipaux afin d'apporter une solution concrète. Dans l'actualité encore, les compétences des femmes guinéennes pourront être bientôt récompensées à leur juste valeur. Un programme dénommé Compendium des compétences féminines de Guinée vient en effet d'être validé par les autorités du pays et par les partenaires. C'est un outil de prise de décision en faveur de la couche féminine de notre pays. Mohamed de Camara. Une autre étape importante dans la mise en place du Compendium des compétences féminines de Guinée. Avec cette validation du programme COCOFGI, le gouvernement accorde une importance capitale à cet outil qui va mettre en lumière les compétences féminines en République de Guinée. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un objectif commun, valider un outil stratégique qui sera à fort impact, destiné à transformer la gouvernance en Guinée en intégrant pleinement les compétences féminines dans les sphères de décision. Ce compendium est bien plus qu'un simple recueil de talents. Il est un levier d'émancipation, un tremplin vers une Guinée plus juste et plus inclusive. Le gouvernement et son partenaire PNUD se donnent les mains pour faire de cet outil de prise de décision une réalité. Le PNUD
est convaincu que le développement humain durable ne peut être atteint sans la pleine participation de toutes les franges de la société, hommes et femmes confondus. C'est pourquoi notre institution est fière d'avoir accompagné l'élaboration et le développement de ce programme ambitieux. L'élaboration de ce document prouve toute l'attention que le gouvernement accorde à la promotion et la protection des droits des femmes de Guinée. Je témoigne donc ma gratitude à son Excellence le Général Mamadou Doumbouya, président de la République, pour sa vision de garantir les questions d'autonomisation et de bien-être des femmes et filles. Le compendium des compétences féminines de Guinée, COCOFGI, prend en compte toutes les compétences des femmes dans tous les domaines de la vie socio-économique du pays. Je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, la signature ce lundi d'un protocole d'accord relatif à la mise en place d'un cadre de concertation. Ce cadre regroupe autour du ministère du Budget, la Confédération générale des entreprises de Guinée, les douanes nationales, la Chambre de commerce et celle de l'agriculture. L'idée est de faciliter les échanges ainsi que de sécuriser les opérations commerciales et les procédures douanières. Le point avec Falilou Diallo et Abdul Karifa Keita. À travers ce acte, la douane nationale, la Confédération générale des entreprises de Guinée et la Chambre de commerce, mais également la Chambre nationale d'agriculture s'engagent à la mise en place d'un comité de concertation. Le tout sous les auspices du ministère du Budget. Ce comité permettra de faire face aux défis actuels du commerce international et aux difficultés de dédouanement des marchandises en Guinée. Ce comité va être un cadre de concertation qui offre l'occasion non seulement de sensibiliser les opérateurs économiques et de prendre en compte leurs préoccupations, mais aussi et surtout d'envisager des mesures d'amélioration, d'accompagnement de l'administration des douanes dans le cadre de la mobilisation des recettes douanières. La signature de ce protocole aujourd'hui va démontrer un accent particulier de la volonté et l'engagement entier de l'ensemble de tous les acteurs privés reconnaissant les acquis du CNRD et du président de la République. Ainsi, des facilitations seront accordées au niveau des échanges, la sécurisation des opérations commerciales et des procédures douanières assurées pour les importateurs et exportateurs en activité en Guinée. Certes, nos responsabilités respectives sont grandes, mais il reviendra avant tout à l'État, à travers la douane, de garantir l'égale application de la loi à tous les opérateurs économiques et de répondre à leurs préoccupations dans le cadre du comité de concertation que nous mettons en place. Je voudrais vous exprimer mes remerciements au secteur économique pour le rôle qu'il joue dans la vie économique de notre nation. Je note avec une réelle satisfaction les bonnes relations de partenariat douane-secteur privé et vous invite à rehausser constamment la qualité de vos prestations en vue de mieux répondre aux attentes des usagers. Cet engagement entre la douane et ses partenaires, notamment les acteurs économiques, augure de belles perspectives pour une croissance économique durable en Guinée. Et voilà qui nous amène à parler ce soir encore de la promotion des acquis de la refondation. Le bureau du mouvement de soutien aux actions du président général Mamadi Doumbouya, dénommé Diaspora Langoundé, a tenu sa première réunion cette semaine à Paris. Au cours de cette rencontre, la stratégie de mobilisation de la diaspora guinéenne en Europe pour soutenir les avancées significatives enregistrées pendant les 3 ans de gestion des autorités du CNRD a été développée. Explication, Nabila Moussa Kamara. La prospérité du pays, une affaire de tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs. Réunis en association, les membres du mouvement Diaspora Langoundé de France se retrouvent pour échanger sur la situation politique, économique et culturelle de leur pays. Face aux multiples initiatives de développement entamées par le président général Mamadi Doumbouya, les Guinéens résidant en France se retrouvent pour mettre en place un mouvement de soutien. On a mis en place une stratégie de mobilisation généralisée. Pour ça, en fait, on a besoin d'abord que les autorités, bien évidemment, du pays puissent nous venir en aide parce qu'on est déterminés. Nous, la diaspora, bien évidemment, on ne veut plus être à la marge de la situation. Et donc, sur ce point, nous aimerons être un vrai acteur
participer, accompagner le général Mamadi Doumbouya, justement, parce que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Et nous avons un président de la République qui aujourd'hui est soucieux de la nation, est soucieux pour le développement du pays, et nous sommes dans cette optique. Et qui d'autre que la diaspora aujourd'hui pour soutenir ces projets-là? Nouvellement créée, la mission de ce mouvement est de mettre en place la stratégie de mobilisation de la diaspora guinéenne de l'Europe afin de soutenir le général Mamadi Doumbouya. La refondation de notre pays nécessite la mobilisation de toutes ces forces vives, y compris celles qui se trouvent au-delà de nos frontières. Nous croyons fermement que les projets initiés par le président de la République sont des leviers essentiels pour bâtir un avenir meilleur. Pour atteindre les objectifs de leur ambition, les membres du mouvement Diaspora Langoundé comptent aller dans d'autres grandes villes de l'Europe afin de regrouper les ressortissants guinéens pour le soutien des projets et programmes de refondation amorcés par les autorités du CNRD. Fin également à Toronto, au Canada, du Forum international consacré à la promotion de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or pour un développement durable. Ce rendez-vous a permis à la délégation du ministère des Mines et de la Géologie de promouvoir les richesses minérales de la Guinée sur la scène internationale. À travers des rencontres et des expositions, la délégation a attiré des investissements axés sur le développement durable et sur la responsabilité sociale des entreprises. Le point avec notre envoyé spécial à Toronto, Saint-Martin Fancinadouno. Le stand de la Guinée au Forum international des mines de Toronto a été un succès, tant en termes de fréquentation que d'engagement avec les investisseurs. Les rencontres B2B ont ouvert des perspectives prometteuses pour l'avenir du secteur minier guinéen. Des brochures et des documents d'information ont été distribués, fournissant ainsi des données sur les opportunités et les défis du secteur minier guinéen. C'est l'Afrique qui a beaucoup de minéraux, beaucoup, dans votre pays, Guinée, et les voisins. Visitez votre pays, je ne suis jamais allé en Afrique. La collaboration continue entre la Guinée et les investisseurs internationaux pourrait renforcer la position du pays en tant que leader de l'industrie minière en Afrique. À l'hôtel Toronto X, où était logée la délégation guinéenne, les investisseurs se succèdent. Ils expriment un intérêt pour des projets de développement durable et d'innovation technologique, ainsi que de renforcement des capacités des acteurs dans l'exploitation minière de la Guinée. L'objectif d'Untime Resources est de développer une mine industrielle en Guinée. On constate qu'il y a un fort potentiel dans l'orifère et c'est ce qui nous anime pour développer un projet qui soit porteur pour la Guinée. Untime Resources veut développer l'or, c'est là qu'est son expertise et donc c'est sur ce minerai qu'on veut focaliser nos efforts au cours des prochaines années. Des présentations sur les ressources minières de la Guinée ont été réalisées, mettant en avant les projets en cours et les incitations fiscales pour les investisseurs. La délégation guinéenne quitte Toronto avec l'espoir d'avoir accompli des prouesses. Les retours positifs ont été recueillis sur la transparence et la volonté des autorités guinéennes d'attirer les investissements étrangers. Merci à Martin pour toutes ces explications. Dans l'actualité encore et en bref, signature ce 10 mars d'un accord de subvention de 12 millions de dollars entre la commission de la CEDEAO et la Banque africaine de développement. C'est pour mettre en œuvre le projet de développement de la chaîne de valeur résiliente du riz Reward en Afrique de l'Ouest. La signature de ce protocole a eu lieu au siège de la commission de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Reward est un programme multinational et multiphase évalué à 650 millions de dollars et vise à promouvoir la souveraineté alimentaire dans tous les États membres de la CEDEAO. Les échos à présent de la célébration du mois de la femme. On commence par nos représentations diplomatiques et par le Qatar, où la fête a donné lieu à un échange entre le personnel et des concitoyens. Des ambassadeurs de pays frères ont été conviés à ces discussions et ils ont animé des panels pour partager les expériences de leurs pays respectifs en matière de respect des droits des femmes. Le point avec Makeme Dozo. Le ton a été donné par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, Thierno Sow,
a rappelé à l'auditoire les réformes engagées par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour le respect et la promotion des droits des femmes. Aujourd'hui en Guinée et à la tête de plusieurs missions diplomatiques, les femmes occupent les postes de responsabilité les plus élevés. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer l'engagement indéfectible de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, à promouvoir les droits des femmes et soutenir leur autonomisation et leur participation dans la gestion des affaires de l'État. À titre d'exemple, les récentes nominations de chefs de cabinet des départements ministériels où 42% sont des femmes. Un exposé sur les conditions enviables des femmes guinéennes en présence de plusieurs invités. Les ambassadeurs des pays comme le Mali ou encore l'Angola et la République centrafricaine marquent leur admiration. J'avoue que c'est une belle initiative à encourager et à féliciter. Et si les autres pouvaient emboîter le pas pour faire de la même chose. Et c'est vraiment un espace d'échange qui concerne l'émancipation des femmes, le rôle de la culture sur l'émancipation des femmes. Restons collés à nos valeurs, mettons nos valeurs en exergue, profitons de nos valeurs qui sont très très riches en Afrique comme partout dans le monde. Ainsi, nous pouvons atteindre les objectifs du millénaire à l'endroit des femmes. Au Qatar, ce n'est pas une journée, mais tout un mois que l'ambassade consacre à la fête de la femme. D'autres rencontres sont prévues conformément aux recommandations du ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, pour améliorer les rapports entre la chancellerie et les Guinéennes vivant dans ce pays. L'ambassade de Guinée en Italie a également célébré le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Les activités ont été marquées par la lecture du Saint-Coran et par des communications sur les différentes initiatives remarquables du président de la République en faveur de l'émancipation de la femme guinéenne. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Amadou Touré. C'est à travers la lecture du Saint-Coran que la communauté guinéenne établie en Italie a célébré ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Une initiative du personnel diplomatique sous l'égide de Madame l'ambassadeur Aminata Kobele Keita qui salue les différentes initiatives du président de la République en faveur de l'émancipation de la femme guinéenne. Le gouvernement guinéen a à sa tête le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, depuis son accession au pouvoir, a placé la femme au cœur de ses priorités. Cela eu égard à son histoire depuis la lutte pour l'indépendance jusqu'à nos jours. La détermination, l'engagement et la résilience de la Guinéenne a toujours été magnifiée par les autorités guinéennes. La femme est le socle de la société. De ce fait, elle assure la croissance, l'éducation et garantit la stabilité du foyer. La célébration du 8 mars ici à Rome est aussi une occasion de communion entre ces Guinéens qui affichent une unité autour d'un idéal de paix et de prospérité entre les Guinéens à travers le monde. Quand on dit la fête de la femme, c'est pas seulement se rencontrer, rire, manger et tout ça là. C'est surtout la capacité de la femme, l'importance de la femme dans le milieu guinéen, je peux dire. Et que cette fête-là nous stimule et nous aide à aller de l'avant, vraiment. En gérant 4 autres pays en plus de l'Italie et en assurant la représentation diplomatique auprès des institutions comme le FIDA et le PAM, l'ambassade de Guinée en Italie est une institution stratégique pour le pays. Retour en Guinée pour dire que l'association des femmes solidaires Simandou 2040 a aussi célébré la fête du 8 mars sous le signe de la solidarité et de la promotion de la couche féminine. Cette association vise à soutenir les acquis du CNRD. Elle mène des campagnes de sensibilisation sur la préservation du patrimoine public. Marie-Angélique Bangoura. Même si elle coïncide cette année avec une période de pénitence chez les chrétiens et musulmans, la Journée internationale des droits des femmes a quand même marqué les esprits. À Conakry, l'association Femmes Solidaires Simandou 2040 à Fès-Guinée l'a célébrée de façon modeste. Au cours des échanges en langue du terroir, ces femmes ont exprimé leur volonté à accompagner la vision de développement
amorcée par le gouvernement. Nous, les femmes solidaires, portons le président Mamadi Doumbouya au dos jusqu'à Sékou Touré. Moi, par exemple, je vis à la Sigmadina et je sais quel acte il a posé dans ce quartier. Et dans mon propre village, à Kassonya, c'est grâce à lui que nous avons eu un pont. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour ces femmes de présenter les objectifs de l'association AFES Guinée. Par cette motivation, elles réaffirment leur engagement à atteindre ces objectifs qui consistent à préserver les acquis du CNRD et promouvoir la femme guinéenne. AFES Guinée a pour objectif de renforcer la quiétude sociale, participer au développement socio-économique de notre pays, soutenir les efforts du général président Mamadi Doumbouya. Un remerciement solennel à l'endroit de notre président général Mamadi Doumbouya. Merci pour son soutien à l'égard de ces femmes, pour les femmes, vous les mères, les sœurs, les femmes au foyer. La Journée internationale des femmes est célébrée sous le thème « Pour les filles et femmes, droit, égalité et autonomisation ». Ces femmes de l'association AFES Guinée ont émis le souhait de voir les fils et filles de Guinée prospérer. Cette célébration a été clôturée par des séances de prières et bénédictions à travers les deux confessions religieuses pour l'émergence, la paix et l'unité nationale en Guinée. Voilà, il faut donc ajouter que pour cette année, le 8 mars est donc célébré sous le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation des femmes. Les femmes de Mamou ont donc profité de la journée pour formuler des plaidoyers en faveur de leur participation dans les instances de prise de décision. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant sur place. Mamou a célébré avec faste la journée internationale des droits des femmes. Cette année, le thème retenu est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Ici à la Maison des Jeunes, la fête mars a mobilisé les autorités et l'ensemble des couches socio-professionnelles. Il nous rappelle que chaque pas vers l'égalité est un pas vers un monde meilleur, tant pour les femmes que pour l'humanité tout entière. Il est impératif que nous poursuivons notre plaidoyer pour une grande inclusion des femmes dans les instances de décision. Bien que nous ayons enregistré des avancées notables, nous savons que de nombreux défis demeurent. Il est donc de notre responsabilité collective de travailler ensemble pour faire disparaître les obstacles qui entravent l'accès des femmes à l'égalité. Aujourd'hui, le combat des femmes demeure leur autonomisation, l'égalité de chance, la promotion de leurs droits et leur participation dans les instances de prise de décision. Des mesures concrètes ont été prises par le président de la République. Plus de 40% des chefs de cabinet des différents ministères sont des femmes. Le programme Simandou, c'est un programme de développement initié par le président de la République. Le 5e pilier porte sur la santé et le bien-être. Le bien-être est porté par les femmes. Des cérémonies de prière et de lecture du Saint-Coran, suivies des panels sur les droits des femmes animés par des fidèles musulmans et chrétiens, et la rupture collective par toutes les entités socio-professionnelles ont marqué cette fête anniversaire de la femme guinéenne, ici à Mamou. Le mois de la femme est aussi l'occasion de braquer nos projecteurs sur ces femmes qui sont la différence ou qui font la différence dans leur domaine d'activité. C'est le cas par exemple de Joséphine Koivogui, vous allez la voir, malentendante. Joséphine est institutrice de profession, enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbinet et traductrice en langue des signes. C'est Marwan Kamara et Aya Silla qui nous amènent à la découverte de cette dame qui met son handicap au service de l'émancipation des couches vulnérables et du développement de la Guinée. Malentendante, suite à une maladie, Joséphine Koivogui est institutrice de profession. Diplômée de l'école normale des institutrices Eni de Teminetaï dans la commune de Kaloum.
Mère de 2 enfants, Joséphine est veuve et l'aînée de sa famille. J'ai fait 2 fois le bac, je n'ai pas pu l'avoir. Et finalement, je me suis orienté vers l'INI, l'école normale des instituteurs. Après ça, j'ai commencé à faire le stage à cause de mon handicap. Je suis allé à l'école, j'apprends en langue des signes. Je suis resté là-bas. Ils m'ont engagé comme contractuel temporaire. Après mon engagement, en 2005, j'ai commencé à travailler à l'école des sourds-muets. Actuellement, je suis veuve. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ma première a fini, mais elle traîne dans les rues par manque d'emploi. C'est elle qui est là. Le deuxième aussi prépare le bac. Je n'ai pas de grand frère, je n'ai pas de grande soeur. Donc toute la charge repose sur moi seul. Interprète en langue des signes du Conseil des ministres et des discours du président de la République sur les écrans de la RTG depuis plusieurs années, Joséphine Koivogui est spécialiste de cette discipline. Un métier peu connu mais qui permet aux personnes malentendantes d'être au même niveau d'information. Je ne suis pas né sourde. Et dans ma famille aussi, il n'y a pas de sourds. En 1992, je suis devenu sourde par suite d'une terrible maladie. C'est ainsi que j'ai accepté d'apprendre la langue des signes, ça aussi malgré moi. Sinon, mon ambition était de faire le droit, c'est ce que j'avais opté faire. Donc j'ai accepté ce que je ne voulais pas, l'enseignement. Parce que le travail est dur, surtout à l'enseignement avec les sourds. Le travail est très difficile, mais l'information étant un droit pour nous, nous avons défendu cela en nous portant volontaires auprès de la RTG pour diffuser les informations en langue des signes. Après ça, pour la DCI, ça c'est l'initiative de Monsieur le Président de la République, Excellence Mamadi Doumbouya. C'est lui parce que lui a montré qu'il aime les handicapés. Vous voyez même la preuve, il y a des handicapés maintenant au CNT. C'est la première fois aussi dans l'histoire. Donc nous, on était même surpris parce qu'on n'a jamais travaillé directement avec les présidents. Joséphine fait de son handicap une force. Elle est enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbinet et habite au quartier Dixine. Cette dame d'une 50aine d'années éprouve des difficultés à rejoindre son lieu de service à Kaloum. La cause, un problème de communication entre Joséphine et les chauffeurs de taxi. Après plus d'1 heure à la plaque, elle finit par rejoindre son lieu de service où elle enseigne aux enfants sourds pour leur insertion au sein de la société. Au matin, je me réveille à temps. Quand je viens, je peux faire 2 heures de temps parfois à la plaque. Pourquoi? Mon problème d'handicap. Avant de comprendre que le véhicule va en ville, c'est déjà trop tard. Les gens sont déjà à l'entrée, donc je ne peux pas avoir la place. Donc si le chauffeur me fixe, là je peux avoir des idées, mais si le chauffeur ne me fixe pas, c'est pas facile pour moi, donc je souffre, je peux durer là-bas. Et finalement, parfois, je finis par prendre la moto. Je ne peux pas aussi continuer avec la moto chaque fois 15 000 là, que j'ai aussi peur. Malgré son handicap, Joséphine est l'une de ces braves femmes qui apportent un plus au développement de la Guinée à travers l'éducation des enfants. Aujourd'hui, cette battante sollicite auprès des bonnes volontés et des autorités une assistance quotidienne en qualité de pilier de sa famille, surtout en ce mois de mars, mois spécial des femmes du monde. Joséphine Koivogui, un bel exemple de courage et de détermination. À l'instar des autres régions du pays, Zérekoré a aussi célébré la Journée internationale des droits des femmes à travers la lecture du Saint-Coran et des bénédictions. Des réflexions ont alimenté aussi des panels de discussion autour des 12 points critiques touchant à la condition féminine. Une occasion de faire le point sur les progrès réalisés en matière de droits des femmes, de célébrer les avancées obtenues et de rappeler les défis liés à l'épanouissement des femmes. Mohamed Saliou Paya. À Zérekoré, la célébration du 8 mars 2025 a débuté par une lecture du Saint-Coran à la Grande Mosquée, suivie de la rupture du jeûne. Cet instant spirituel a permis aux fidèles musulmans de consacrer la journée au recueillement et à des bénédictions pour la paix et le développement du pays. Les activités officielles se sont ensuite déroulées à la Maison des Jeunes ce samedi 8 mars en présence des autorités régionales, des organisations de défense des droits des femmes et de nombreuses citoyennes engagées.
Il y a un grand panel qui va être développé ici pour porter à votre connaissance toutes les actions qui sont prises en faveur des femmes et des filles. Également à la cathédrale, il y aura la prière en faveur non seulement de nos femmes, nos épouses, mais également pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion dans notre pays. Le thème retenu cette année, c'est « Droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et filles ». Dans ce cadre, un panel de discussion est organisé autour des 12 points critiques touchant à la condition féminine. Nous avons développé des thèmes qui sont vraiment en faveur des femmes. Femmes et économie, femmes et santé, femmes et éducation, et comment aussi les femmes peuvent accéder aux postes de prise de décision, et comment sauvegarder la petite fille. Les femmes qui sont venues, les mamans qui sont venues, qui sont dans la salle, ils ont bénéficié beaucoup d'informations qui n'étaient pas à leur niveau. Parce que d'autres disent qu'ils ne fréquentaient pas dans les structures sanitaires à cause des moyens financiers. Maintenant, la plupart sont informés aujourd'hui que tout est gratuit. Et à quel moment faire la CPN et combien de CPN doivent faire la femme enceinte et où elle doit accoucher. Parce qu'elle ne doit pas accoucher dans la communauté avec une accoucheuse villageoise. L'édition 2025 revêt une importance particulière dans la quête de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Une opportunité saisie par les autorités et les organisations féminines pour réaffirmer leur engagement à poursuivre les efforts pour une société plus équitable où chaque femme et fille puisse pleinement exercer ses droits. Au même moment, à Farana, des activités sont initiées par l'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Des activités pour parler des efforts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des femmes et du respect de leurs droits. Ibrahima Oulem Fofana et Noumousso Diakité. À l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, des groupements féminins massivement mobilisés au cœur de ces panels animés par des administrateurs. Des panels axés sur la promotion des droits des femmes et la prise en compte de leurs préoccupations. Nos femmes de Guinée, ce combat n'est pas seulement celui des femmes, il est celui de toute la société, car une société qui valorise, protège et autonomise les femmes est une société qui se développe mieux et qui progresse plus vite et qui grandisse plus humainement. Ensemble, engageons-nous, reconnaître et célébrer la réussite des femmes dans tous les domaines. Cette date est tout d'abord le moment clé pour l'humanité de rendre un vibrant hommage à nos dévancières qui, même au prix de leur vie, nous aurons des noms en Guinée comme Mbalia Kamara, Agama Fori Bangoura, Jeanne Martin Sissé, dans nos mémoires collectives et individuelles. Plusieurs thématiques sont abordées par les panélistes, notamment la persistance de la pauvreté qui pèse de plus en plus sur les femmes, l'éducation et la formation des femmes, ou encore les femmes et la santé. Nous devons continuer à encourager les femmes à prendre la parole, à s'engager, à rêver grand et agir pour la société de demain. Tout ce qui relève de l'administration, nous sommes entièrement à votre disposition pour vous accompagner dans l'ensemble des activités que vous allez initier et mettre en œuvre pour votre propre épanouissement et l'épanouissement de notre nation. Des activités marquées aussi par des prières et bénédictions à la grande mosquée et à l'église pour la consolidation de la paix, la promotion du vivre ensemble et pour le chef de l'État qui ne cesse de fournir des efforts en faveur des couches vulnérables. Et c'est justement pour insuffler une dynamique véritable à la participation des femmes dans l'administration publique que les services genre et équité sont créés. Ils sont chargés de veiller à l'équilibre et à l'égalité de chances entre les hommes et les femmes. Une initiative qui traduit aussi la volonté des autorités à réduire et à éliminer les disparités entre les deux genres au sein de l'administration publique. Aïssata Marshall a assisté à la rencontre des femmes du ministère de l'économie et des finances. Le service genre et équité est une cellule essentielle dédiée à la promotion de l'équité et de l'égalité entre les sexes. Il joue un rôle central dans l'étude de la planification, le suivi et le contrôle des actions menées en faveur du genre. Ce poste est occupé en majorité par des femmes.
ce qui illustre une volonté de valorisation du leadership féminin. Aujourd'hui, au sein du cabinet, nous avons une certaine représentativité des femmes. Bien sûr que nos autorités sont là pour nous assister, mais si on n'est pas formé, ça ne peut pas aller. À chaque occasion, il faut se former. Partout où tu es, il faut avoir la maîtrise de ton entourage. Le 8 mars, c'est pas seulement le mois de la femme, c'est le mois où les femmes vont se faire, on va reconnaître certaines femmes dans leur activité qu'elles mènent. Et surtout, c'est le moment aussi, de toute façon, on doit se faire valoriser toute l'année, mais c'est surtout au moment aussi où on doit parler un peu de ce que nous faisons. Cette politique est largement appréciée par les travailleurs des différents départements ministériels. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, ces femmes engagées renouvellent leur appel à une plus grande inclusion des femmes dans les sphères décisionnelles. Le 8 mars, ce n'est pas aussi une fête comme ça pour aller danser et faire de la mamaya par-ci, par-là, mais c'est une fête, c'est un jour que les femmes doivent prendre pour réfléchir, pour se fixer un objectif, pour dire que oui, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre société, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays sorte de cette situation, pour que notre pays se développe. Ce service stratégique reçoit régulièrement des programmes de formation et de sensibilisation sur le genre et le développement personnel de la jeune féminine. Merci à Marshall. Dans le reste de l'actualité, la fondation Abakar Demba Kamara Tentemba fait des heureux dans les orphelinats de Bambeto et de Hakuna Matata. Ce sont des vivres et des non-vivres qui sont remis aux enfants déshérités. Cette fondation n'est pas son premier geste dans ce élan humanitaire. Maïmouna Bella Diallo. En ce mois de Ramadan et de Carême, les centres d'accueil des enfants déshérités attirent le regard des bonnes volontés. C'est une initiative louable de la Fondation Abakar Demba Kamara Tentemba d'apporter des dons de vivres et de non-vivres aux orphelinats de Bambeto et de Hakuna Matata. Ce geste témoigne d'une solidarité importante envers les enfants défavorisés qui ont souvent besoin d'un soutien supplémentaire pour leur bien-être et leur développement. Ça nous va droit au cœur, surtout en cette période de Ramadan et de Carême, parce qu'on a les deux actuellement qui sont cumulés. Donc vraiment, ça tombe très bien. Ça va vraiment nous aider, en tout cas pour cette période-là. Nous la remercions au fond du cœur d'avoir pensé à ces enfants orphelins et de penser aussi à notre centre. C'est effectivement ce dont nous avons besoin pour ce mois saint du Ramadan, afin de le passer dans les bonnes conditions avec les enfants. En fournissant ce don, la Fondation contribue non seulement à répondre à des besoins immédiats, mais aussi à créer un environnement plus stable et favorable pour ces enfants. Moi, je suis orpheline de père, donc je sais ce que les enfants là ressentent. Le poids que les orphelinats ont, élever ces enfants là, s'ils ne sont pas aidés, c'est pas possible. Il faut les encourager avec les petits moyens qu'on a. Symbole de la bienfaisance, la Fondation Abakar Demba Kamara Tentemba renouvelle ses actions aux orphelinats du pays pour permettre aux enfants de grandir et de s'épanouir. Et puis c'est parti pour la campagne nationale de lutte contre la rougeole. Partout dans les districts sanitaires du pays, les enfants de 0 à 59 mois reçoivent la dose de vaccin qui les protège contre cette maladie très contagieuse. La mobilisation est effective autour de cette initiative qui va s'étendre sur plusieurs jours, comme le montre ce reportage de Tcherno Maroufba. Dans le district sanitaire de Boké, l'une des 13 préfectures où est lancée la campagne de vaccination contre la rougeole, les sites de vaccination ne désemplissent pas. Partout, les enfants de 9 à 59 mois sont reçus par les équipes de vaccinateurs. Chaque enfant de cette tranche d'âge reçoit une dose de vaccin. Avec cette haute campagne contre la rougeole, les autorités sanitaires sont dans une vision qui est celle de l'élimination de cette épidémie. La population adhère. Parce que hier, moi, j'étais dans une communauté, j'ai vu les femmes aller dans les foyers d'autrui pour prendre les enfants pour se faire vacciner. Ça, c'est vraiment un atout. Ça veut dire que la communication a bien marché. Moi, à chaque fois que je suis informée d'une vaccination, je viens avec mes enfants. Parce que je sais qu'avec la vaccination, mes petits sont protégés contre cette maladie qu'on appelle rougeole. Comme partout dans les 13 districts concernés par cette campagne,
Des équipes de supervision sont déployées par le programme élargi de vaccination. Dans le Kakandé, après 5 jours de vaccination, un taux de plus de 70% est obtenu. À date, le district sanitaire de Boké est à 73%, d'après les données présentées ce matin par le district sanitaire et le gestionnaire de données. Par endroit, on constate quand même qu'il y a un peu d'insuffisance en termes de communication interpersonnelle, mais c'est quelque chose au fur et à mesure que les superviseurs corrigent sur le terrain. Et l'engouement est là, il n'y a pas énormément de réticence. Ça veut dire que vraiment la sensibilisation au niveau du district sanitaire de Boké est passée. Cette campagne de vaccination contre la rougeole dans ces 13 districts sanitaires du pays va se poursuivre jusqu'au 13 mars sur le site déjà identifié dans ces localités. La commune rurale de Balandou a désormais 2 ambulances médicalisées. C'est un geste de l'ONG française Humanitaires sans frontières en collaboration avec l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Balandou. La mission de premier secours est notre avantage pour appuyer les formations sanitaires et services d'incendie et de secours de cette contrée de la savane guinéenne. Djamokaba. À Kankan, les habitants de la commune rurale de Balandou expriment leur joie. La raison de cette allégresse, ces ambulances médicalisées et ces équipements médicaux pour tourner la page du désert médical en zone rurale. Le geste de l'ONG française Humanitaires sans frontières en collaboration avec l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Balandou vient renforcer le système de santé. Autre enjeu, la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Là, il y a 2 ambulances qui ont été remplies d'habits, beaucoup d'habits médicaux, du petit matériel de soins, notamment un mannequin très perfectionné pour montrer comment on fait les massages cardiaques. Nous saluons vraiment ce don qui vient à point nommé pour faciliter, n'est-ce pas, l'acheminement de nos malades vers Kankan et voire même vers Conakry. Donc ce don s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui date depuis 1999. L'électrification villageoise figure en bonne place dans l'agenda du Bon Samaritain. Dans le don figurent des panneaux solaires pour réanimer la vie rurale ici à Balandou. Ces panneaux solaires contribueront à l'amélioration de l'accès et l'électricité dans nos infrastructures sanitaires et autres services publics. Ce geste va également dans le sens de la préservation de notre environnement. Nous prions Dieu que cette relation reste et demeure. Nous remercions encore le chef de l'État pour son ouverture. C'est l'ouverture qu'il a fait, c'est pourquoi les gens n'ont pas peur de venir aujourd'hui en Guinée. Ce geste traduit l'engagement du président de l'ONG Humanitaires sans frontières. L'homme a été séduit par l'hospitalité guinéenne lors du tournage du film Ballon d'Or en 1992. Après avoir passé une trentaine d'années en Guinée, Richard Vergazon, personnage du long métrage, tient aujourd'hui sa promesse, celle de faire de Balandou une référence en matière de développement local. Un mot de sport avec, je le disais au sommaire, la Guinée qui va affronter la Somalie et l'Ouganda les 21 et 25 mars 2025 à Abidjan puis à Kampala. Ces 2 rencontres s'inscrivent dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et ce lundi 10 mars donc, le sélectionneur du Sili national a publié la liste des 23 joueurs retenus pour ces aventures. La revue de troupe, Bintia Kondé. C'est une liste de 23 joueurs concoctée par le sélectionneur français Michel Dussier pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une physionomie presque identique que ces derniers regroupements du Sili de Guinée. Quelques changements constatés au niveau des cages avec le retour de Soumaïla Silla qui était en veilleuse depuis les JO de Paris 2024. Le grand retour de Mokhtar Diarabi dans le secteur défensif est l'une des satisfactions de cette liste de Michel Dussier. Le défenseur central du FC Valence signe son retour avec le Sili après plusieurs mois de blessure. Ibrahima Sori Bangoura découvre la sélection pour la première fois et Yadali Diarabi fait son comeback dans l'effectif guinéen pour ces 2 prochaines rencontres de la Guinée. Jusque-là, la Guinée ne sera pas au rendez-vous marocain pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ces éliminatoires de la Coupe du Monde seront donc mises à profit pour redorer l'image du sport roi dans notre pays.
Dans cette poule G, après les 4 journées, la Guinée occupe la 4e place derrière l'Algérie, le Mozambique et le Botswana. La Guinée affrontera la Somalie le 21 mars à IBMP en Côte d'Ivoire. Un match décisif quand on sait que dans ce groupe tout est encore jouable. Les équipes feront le forcing pour obtenir plus de points possibles pour creuser l'écart mais aussi se relancer. Un match qu'on reçoit, mais sur terre ivoirienne. Un autre facteur qui désole le public sportif guinéen qui, depuis des années, n'a pas vu son 11 national sur la propre pelouse. Guinée-Somalie, une rencontre qui s'annonce cruciale entre les deux équipes qui se classent successivement 4e et 5e. Le Sili devra arracher un résultat positif avant son déplacement à Kampala le 25 mars où il va affronter l'Ouganda. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.